Vous avez toujours pas payé votre dette? Bienvenue dans l'acte 2 de l'épisode 3 de la nouvelle série web de Solidarité et Progrès. Je m'appelle toujours Benoît Odile. Pour ceux qui auraient loupé l'acte 1, je vous mets le petit lien en haut. Alors on en était arrivé à expliquer donc le système d'après-guerre des 30 Glorieuses qui avait permis la reconstruction et la modernisation. On va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que il a disparu ce système et que la dette a commencé à exploser. Je rappelle juste que le système dont on parle, de crédit dirigé, c'est le système des avances et des prêts de la Banque de France au Trésor public, le circuit du Trésor et le réescompte de la Banque de France. C'est ce qui a permis d'orienter le crédit dans les activités productives pendant un bon bout de temps et de payer notre dette. Donc comme je disais dans l'acte 1, évidemment ce système, il était très bien, mais il n'était pas parfait. Alors dès la fin des années 50, certains libéraux vont dire qu'il est trop centralisé, trop administré, qu'il pousse l'État à trop dépenser et qu'il empêche les banques privées d'orienter librement le crédit selon les lois de la concurrence. Évidemment, c'était pas entièrement faux, puisque l'État c'était un chef d'orchestre. Alors il y avait besoin d'une baguette et d'une partition pour pouvoir être suivi. Ça paraît logique. Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs gouvernements de la 4e République se sont mal servis de ce système, soit pour s'acheter des clientèles électorales ou pour financer les guerres d'Algérie et d'Indochine. Et c'est comme ça que le système a commencé à se détériorer et à montrer des signes de fatigue. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, il doit céder du terrain à tous ses conseillers libéraux dans un contexte international assez instable et pendant les négociations sur la construction européenne. À cette époque, le dirigisme d'État, ça passe assez mal à l'étranger quand même. Les intérêts financiers saisissent alors l'occasion pour reprendre le contrôle de la création monétaire des mains de l'État et du peuple souverain. Avec la complicité des fonctionnaires français. Oui, monsieur. Le hold-up s'est fait en plusieurs étapes, mais l'objectif était assez clair. Il fallait faire que la France emprunte sur les marchés internationaux. Voilà. Un des acteurs de ce hold-up s'appelle Jean-Yves Aberer. C'est un inspecteur des finances qui devient conseiller du ministre de l'économie Michel Debré en 1966, qui passera directeur du Trésor en 1978, puis dans le privé en 82, comme président de la banque d'affaires Paribas, tiens, puis en 86, président du Crédit Lyonnais. La faillite, c'est lui. Aberer, donc, en 1967, expose sans détour le plan des marchés financiers. Nous allons peu à peu obliger l'État à vivre comme un emprunteur, c'est-à-dire à se poser les questions de l'emprunteur sur le coût de l'emprunt et le service de la dette. Cela va coûter plus cher, mais du coup, l'État, au lieu de se dire « je fais ce que je veux », va être obligé d'y regarder d'un peu plus près quand il s'endette. J'approuve cet homme. Hein les toutous? Le plan de l'élite française, c'est pas de faire un truc original, c'est de copier le modèle britannique et de confier en fait la création monétaire aux banques privées. Voilà. C'est super original, Je pense qu'on est tous d'accord ici, Oui. Les banques, c'est quand même bien plus rigoureux dans la gestion du crédit, C'est pas comme ces foutus États là qui dilapident de l'argent, qui font de l'inflation. C'est sous des couverts de sciences financières objectives qu'on a donc démantelé le système de crédit dirigé. La première étape se passe de 1966 à 1968, à la fin de la présidence de Gaulle, avec les réformes Debré-Aberer. Aberer, je vous l'ai déjà présenté. Michel Debré, c'était le ministre de l'économie et des finances qui venait en fait de remplacer Giscard d'Estaing. Les réformes Debré-Aberer ont mis fin au circuit du Trésor, qui était déjà bien affaibli depuis le début des années 60, mais qui était encore un peu là. Mais De Gaulle ne voulait pas aller trop loin dans la libéralisation. Alors il faut attendre la présidence Pompidou, puis la présidence Giscard, pour voir les derniers remparts du système dirigé tomber. Au nom de la soi-disant modernité, la France adopte le système tellement mieux d'endettement sur les marchés. Mais la loi du 3 janvier 1973 n'y est pour rien. Haha, je vous ai surpris, Oui, parce que j'ai fait mes petites recherches, et il semble certain que cette loi du 3 janvier 1973, la fameuse loi Pompidou-Giscard, qui aurait interdit les avances de la Banque de France au Trésor et les prêts à taux zéro, en fait, cette loi n'interdit rien. J'avoue, on a pu le dire aussi à SCP, mais bon, on se trompait. Mais c'est facile à vérifier. Dans son article 19,
La loi de 73 réaffirme même la possibilité de faire des avances et des prêts au Trésor. Je cite, « Les conditions dans lesquelles l'État peut obtenir de la Banque de France des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l'Économie et des Finances et le gouverneur, autorisées par délibération du Conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement. » Donc là, il n'y a rien qui interdit de faire des avances. D'ailleurs, il y aura même une convention qui sera signée à la fin 1973. Donc rien n'est interdit. C'est l'article 25 qu'on prend souvent pour celui qui a interdit les avances, qui peut le faire croire, mais en fait, regardez, il dit quoi? Le Trésor ne peut pas être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Paye ton jargon. C'est en fait une confirmation d'une loi du Front populaire de 1938 qui disait juste simplement que la Banque de France ne pouvait pas acheter les bons du Trésor directement au Trésor lui-même. Par contre, elle peut en acheter aux banques privées. Mais ce n'est pas une interdiction des avances et des prêts à taux zéro. Donc c'est peut-être choquant pour certains d'entre vous, mais voilà, cette loi de 73 n'est pas la cause de la fin du système de crédit dirigé et n'est pas la cause du début de l'endettement de la France. On peut d'ailleurs le voir sur le schéma de la composition de la dette que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez, les avances et les prêts au Trésor ne se sont pas arrêtés en 1973. En fait, ils ont continué jusqu'en 1983, jusqu'au tournant de la rigueur de Mitterrand. Et à ce moment-là, Mitterrand faisait face à une inflation telle qu'il a décidé de mettre fin aux avances, sans même faire voter une loi. Ce sont donc les gens en place, par eux-mêmes, qui ont adopté le système d'endettement sur les marchés, sans être contraints par aucune loi, si ce n'est la loi des marchés. Et il faudra attendre le 4 août 1993, sous Mitterrand toujours, et l'article 104 du traité de Maastricht, pour voir interdire les avances et les prêts de la Banque de France, et même carrément de voir la Banque de France indépendante. Mais ça faisait déjà 10 ans que dans la pratique, on n'avait plus du tout recours à ces avances et à ces prêts. Cette transition vers un système libre et ouvert s'est accompagnée, comme on l'a vu, d'une politique de désindustrialisation dans le contexte du choc pétrolier et des taux d'intérêt élevés. Résultat, l'activité économique a ralenti, les recettes de l'État ont diminué, les déficits se sont creusés et la charge des intérêts de la dette a obligé les gouvernements successifs à emprunter de plus en plus. Si l'on regarde l'évolution de la dette internationale, on se rend compte que les années 70-80 sont un point d'inflexion pour tous les pays, pas seulement pour la France. Il faut donc chercher l'origine de la dette publique actuelle non pas dans la loi de 73, mais dans la combinaison de l'abandon volontaire du système de crédit dirigé, d'une pression financière internationale et de choix économiques et industriels désastreux. Depuis 1979, la France a payé 1400 milliards d'euros d'intérêts sur sa dette. Même Europe 1 a reconnu que Jacques Cheminade avait raison sur ce point en 2017. Rien qu'entre 2008 et 2011, avec la crise financière, l'État a dû s'endetter de 500 milliards d'euros pour venir au secours de l'économie parce que les marchés financiers ne voulaient plus prêter. C'est ça une occupation financière. En plus, cette dette est impayable. Franchement, si on fait un audit, on verra que 60% est illégitime. Alors on va faire quoi? On va faire mourir les gens pour un truc impossible? Et là, en plus, on n'a parlé que de la dette publique. Et que de la France. Oh, là, je préfère m'asseoir parce qu'on va parler de la dette mondiale. Publique et privée. Alors, il vaut mieux être bien accroché. Donc là, si vous regardez sur ce graphique, bon bah, ça va jusqu'à 247 000 milliards de dollars. L'accroissement de la dette est 3 fois plus rapide que l'accroissement du PIB. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Rien qu'aux États-Unis, la dette des entreprises non financières a atteint le record de 14 000 milliards de dollars, dont 2 500 sont labellisés pourris. Une grosse partie de cette dette a d'ailleurs servi aux entreprises à racheter leurs propres actions en bourse pour faire croire qu'elles vont bien. Et à peu près 20% empruntent seulement pour payer les intérêts de leur dette. Les intérêts, juste. Les prêts étudiants atteignent des sommets avec des engagements de paiement sur 30 ans. Les prêts automobiles explosent. Les compagnies de pétrole et de gaz de schiste sont en faillite virtuelle parce que leurs investissements sont trop coûteux et que les prix sont extrêmement bas maintenant. Et ça baisse, et ça baisse, et ça baisse. C'est un système sous perfusion. Il faut vraiment comprendre ça. Ça fait 10 ans que la Réserve fédérale américaine, elle fait une politique de taux d'intérêt zéro, et c'est ça qui a gonflé la bulle de la dette.
sans croissance réelle pour la résorber. J'insiste, sans croissance réelle. Et maintenant, elle veut relever les taux d'intérêt. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste diminuer les profits des entreprises qui empruntent déjà. Du coup, elles vont devoir emprunter plus. Et à un moment, il va y avoir des faillites en cascade. Oh, si vous ajoutez en plus à ça les produits financiers dérivés, derrière toutes les bulles de dette, non, je vous laisse imaginer le chaos que ça va être. Bref, il y aurait vraiment beaucoup à dire, hein, y compris sur la situation européenne avec la Deutsche Bank par exemple, c'est vraiment une horreur. Mais bon, on va essayer de voir ça dans une prochaine vidéo en espérant qu'il n'y ait pas un crash d'ici là. Ce que je voudrais vraiment que vous compreniez de tout ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait la dette, en tant que telle, ça n'est pas le problème. C'est normal de s'endetter, d'emprunter ou de créer de la monnaie. Parce qu'on crée des nouvelles activités, on va de l'avant. Le vrai problème, c'est pourquoi on n'arrive pas à payer la dette au fur et à mesure. Les taux d'intérêt, bien sûr, ont leur rôle à jouer. Les cadeaux fiscaux, l'évasion fiscale aussi. Mais fondamentalement, c'est surtout le manque d'investissement productif qui est le problème. Car sans ces investissements productifs, notre société ne peut pas créer des surplus physiques, ne peut pas produire plus ou mieux avec moins de moyens, et donc ne peut pas payer sa dette. Et c'est là le point auquel je voulais vous amener. La bulle de la dette, dans les conditions de l'économie physique actuelle, ne peut qu'exploser. Mais je voudrais réhabiliter cette pauvre bulle qui n'y est pour rien. J'ai préparé une petite expérience que vous pouvez reproduire chez vous très facilement et qui permet de comprendre le principe de base de l'économie qui permet de payer sa dette. Il vous faut pour ça donc un seau ou une bassine avec de l'eau savonneuse. Il vous faut 2 petits cercles avec des fils de fer ou des fils de plastique et un peu de dextérité. Voilà, c'est tout. Vous plongez les 2 cercles dans l'eau savonneuse, vous les rapprochez comme ça, et en les sortant, vous les écartez lentement. Alors c'est pas évident, hein, faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais quand ça marche, vous allez voir, c'est magique. Et là, vous voyez qu'il se forme entre eux une figure savonneuse qui est en fait un cylindre cintré au milieu. Pourquoi? Eh bien parce que l'eau savonneuse va minimiser les efforts qui s'exercent sur elle en prenant cette forme particulière qui, en même temps, maximise son volume. Ça marche aussi pour une bulle libre qui se rapproche le plus possible de la sphère pour minimiser ses efforts et maximiser son volume. C'est le principe de moindre action découvert par Gottfried Leibniz au XVIIe siècle et qui est un principe naturel d'économie, au sens où la nature économise ses efforts, ses forces, pour maximiser les effets qu'elle va produire. On pourrait très bien payer notre dette et même les intérêts si on appliquait ce principe de moindre action dans notre économie et que chaque emprunt, chaque création monétaire servait à faire une économie d'efforts, une économie de ressources, une économie de temps ou d'espace, tout en produisant autant, voire plus, voire mieux, avec moins de moyens. Toute décision contraire à ce principe ne peut qu'engendrer des efforts inutiles, des pertes de temps, des gâchis de ressources, et donc diminuer les surplus physiques et entraîner une dette impayable. Savoir payer sa dette relève donc plus d'une connaissance des principes de l'économie physique que d'une gestion comptable des choses. L'austérité budgétaire, la spéculation financière sont voués à l'échec. Seuls des investissements dans des nouveaux principes de moindre action dans la production peuvent changer la donne. Des investissements qui font qu'on produit plus et mieux en travaillant moins. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais bon, maintenant, il se fait un petit peu tard, alors on va ranger tout ça, et puis on en reparle dans un prochain épisode. Abonnez-vous pour suivre la série, mettez un petit pouce bleu, surtout mettez des commentaires pour qu'on garde le contact, et puis je vous dis à bientôt. Ciao! C'est qui va payer sa dette? Voilà, gentil. Gilet jaune? Ah ouais. Foulard rouge? Voilà. Europe? Voilà. La City de Londres?